Merci, M. Costa. Et merci à vous tous d'être ici présents. Alors, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de l'actualité du contrat social. Ma réflexion est liée, il faut le dire clairement, ma réflexion est liée à la situation politique que nous connaissons, pas seulement d'ailleurs la situation politique à la suite des attentats terroristes, mais aussi, je dirais, une sorte de flottement généralisé en matière de politique aussi bien nationale que internationale aujourd'hui. Et ces préoccupations m'ont conduit à revisiter les théories du contrat social. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu justement d'une véritable désorientation, eh bien, il faut que nous revisitions certaines théories du passé au lieu de les voir comme des pièces de musée ou des sujets académiques. En fait, ça semble académique de vouloir reparler à nouveau du contrat social, mais je crois que nous avons oublié, et je dirais moi-même, quand j'ai des professeurs d'université, je l'oubliais aussi, nous avons oublié que l'idée de contrat social remonte pas très loin dans l'histoire, tout juste au XVIe siècle, et la notion de contrat social est une notion qui est parfaitement étrangère par même à la pensée antique. Et en fait, cette idée de contrat social est apparue au croisement de deux interrogations à l'époque brûlantes, mais qui aujourd'hui me semblent de nouveau extrêmement pertinente. D'une part, les doctrines du contrat social sont apparues à une époque où l'autorité devenait questionnable et où on ne savait plus trop à qui obéir. Et d'autre part, elles sont apparues dans un contexte de guerre de religion absolument épouvantable. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés à des difficultés de cette sorte, c'est-à-dire d'une part, à qui devons-nous obéir, à la région, à nos communautés, à notre pays, à l'Europe, au plan international, et bien évidemment, de nouveau, je crois que les conflits religieux ont pris une acuité et une virulence telle que, la réflexion du XVIe siècle peut nous imposer. Alors, ces doctrines du contrat social sont apparues, d'abord, comme je viens de vous le dire, à une époque où la question de savoir à qui on obéit se posait. C'est-à-dire, on s'est mis à douter, à partir du XVe, XVIe siècle, on s'est mis à douter du caractère naturel du pouvoir, que ce soit le pouvoir des pères de famille, le pouvoir des représentants de Dieu, le pouvoir des vicaires de Dieu sur terre, le pouvoir des prophètes ou des pasteurs. Et donc, on a commencé à s'interroger sur les conditions de soumission à l'autorité. À partir du XIVe, XVe siècle, le pouvoir du chef de famille, le pouvoir des autorités urbaines, les bourgeois, le pouvoir bourgeois, le pouvoir féodal des seigneurs, le pouvoir provincial des princes, le pouvoir des rois, le pouvoir papal, le pouvoir impérial, le pouvoir ecclésiastique, eh bien, tous ces pouvoirs mettaient les sujets dans une sorte d'entrelac d'obligations et leur commandaient des loyautés multiples, quelquefois des loyautés contradictoires. Et je dirais que les évidences de l'obéissance, les évidences aussi de la loyauté, à qui doit-on faire allégeance, ces évidences étaient remises en cause au fur et à mesure que l'Empire romain d'Occident se défaisait, au fur et à mesure que les unités nationales s'esquissaient à partir du pouvoir personnel du roi sur les régions, au fur et à mesure aussi où se développaient les relations marchandes, juridiques, diplomatiques, et puis au fur et à mesure qu'apparaissaient les hérésies et que surgissaient les sectes. Et je crois que les théories du contrat social, je vais vous le dire plus précisément, sont apparues, ont été mises sur pied par les penseurs politiques pour essayer de mettre de l'ordre dans ces loyautés, en les hiérarchisant et éventuellement en montrant comment elles pouvaient soit s'accorder, soit s'exclure. Et puis je dirais que ce grand problème
et qui apparaît à la fin du XVe siècle, XVIe siècle, c'est les violences religieuses inouïes qui ont déchiré les pays européens, hein, et notamment la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, en même temps que se diffusait l'imprimerie et que se diffusait l'information. Entre parenthèses, d'ailleurs, par parenthèse, je dirais que c'est un lieu commun de célébrer l'avènement de l'imprimerie comme le début des Lumières et des diffusions du savoir, mais je pense que l'invention de l'imprimerie, c'est aussi la diffusion de l'intolérance religieuse. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que Luther, c'est le premier qui met des affiches pour appeler à la révolte et à la subversion. Sans l'imprimerie, il n'y a pas d'affiche. Et donc, les affrontements religieux ont eu une violence et une intensité extrême, et ça produit cette situation de guerre de tous contre tous, dont parle Jean Hobbes, bien sûr, dans le Léviathan, en 1651, mais avant lui, dont parlait Jean Bodin, qui n'était pas un contractualiste, mais qui parle justement de la guerre de tous contre tous, dans sa République, 4 années seulement après le massacre de la Saint-Barthélemy. Puisque la République de Bodin est de 1576 et que la Saint-Barthélemy est de 1572. Et donc les théories du contrat social, quels que soient les auteurs qui les ont développées, vous allez voir, ont entrepris de définir la nature de la souveraineté, de dire à qui on doit obéissance, et surtout d'essayer de déterminer les limites de cette obéissance, c'est-à-dire quels sont les devoirs qu'ont les sujets envers le pouvoir souverain, pas forcément le pape, le roi, etc., le pouvoir souverain, et quels sont les droits qu'ils conservent par devers eux. Et bien évidemment, parmi ces devoirs et ces droits, il y avait tous les devoirs et les droits liés à la médiation religieuse. Et je suis revenu au contrat social dans ma réflexion depuis à peu près une année et demie à peu près, parce qu'il m'a semblé qu'aujourd'hui la situation n'était guère différente en fait de celle du XVIe siècle. Il n'y avait pas de la même échelle, bien sûr, pas les mêmes technologies de destruction non plus, ni de communication, mais est-ce que la situation est tellement différente? C'est-à-dire que l'individu contemporain est au croisement de loyautés multiples, dont certaines s'accordent assez facilement, apparemment, et alors que d'autres entrent violemment en conflit. L'individu contemporain est soumis à un certain nombre d'obligations, mais en même temps il bénéficie d'une forte protection par le droit, mais le droit lui-même s'est pluralisé, puisque c'est à la fois un droit national et très souvent aussi un droit supranational, quand c'est la Cour européenne de justice, ou la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Et puis bien évidemment, ce à quoi nous avons assisté et à quoi nous assisterons encore, c'est les conflits à l'intérieur de la communauté politique tenant aux affiliations religieuses et les interférences qu'elles ont avec l'appartenance politique. Pour moi, par exemple, il est extrêmement significatif, en tant que je dirais, philosophe de la politique, il est extrêmement significatif. Je ne prends pas ça pour juste du narcissisme médiatique, mais il me semble extrêmement significatif que les terroristes, avant de passer à l'acte, fassent solennellement allégeance à l'État islamique. Ça veut bien dire qu'il y a un conflit d'allégeance. D'un côté, l'allégeance à un, entre guillemets, État religieux, à vocation universelle d'ailleurs, et puis de l'autre, l'allégeance de citoyens qu'ils seraient censés devoir garder compte tenu de leur citoyenneté au sein de la République française. Alors, ce qu'il faut bien noter aussi, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les termes aujourd'hui, et beaucoup de vagues et de flou, c'est que les théories du contrat social ne sont pas des théories de la démocratie. Je dirais que les théories du contrat social sont quelque chose de préalable à toute réflexion sur la démocratie et les formes que peuvent prendre ou ne pas prendre, je dirais, le pouvoir souverain. Et il s'agit d'organiser, via le contrat social, une communauté politique, et ensuite, comment est-ce que cette communauté politique qui a été
construite par un contrat, comment est-ce qu'elle va se monnayer et se détailler, comment est-ce qu'elle va s'organiser dans le détail, démocratiquement, monarchiquement, selon quelle forme de démocratie, c'est une autre affaire, c'est une question qui est seconde. Mais la question du contrat social, c'est d'abord la question de la construction de la communauté politique, quelles que soient ensuite les formes que cette communauté politique va prendre. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler, à mon sens, de république, ou en anglais de Commonwealth, ou en latin, c'est le terme chez tous les contractualistes, de res publica, la chose publique, la chose commune, avant de parler de démocratie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à vraiment tout mélanger, quand il y a une crise de la démocratie. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout de crise de la démocratie. Je pense qu'il y en aurait plutôt beaucoup trop. C'est-à-dire que le peuple ne cesse pas d'avoir la parole. Il a la parole dans les sondages, il a la parole dans les élections, il a la parole sur les radios, il a la parole dans les télévisions, il a la parole dans la rue, il a la parole dans les journaux, le peuple a la parole partout. Hein. Simplement, justement, personne n'est jamais content de la manière dont il a la parole et dont on lui attribue la parole qu'il est censé avoir. Euh, donc, se poser des questions sur la crise de la démocratie, il me semble que c'est prendre le problème un petit peu à l'envers, parce que le problème principal, le problème préalable, c'est celui de la constitution, de la chose publique, du Commonwealth, de la Res Publica, de la communauté politique, au sens le plus fondamental. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces idées, vous allez voir, brièvement, parce que je ne vous fais pas un cours, mais au point de départ, il y a la pensée de Jean Bodin, qui n'était pas un contractualiste, mais qui écrit en réaction, notamment, surtout fondamentalement, aux guerres de religion et à la guerre de tous contre tous. Mais il faut commencer à Jean Bodin parce qu'il a inspiré, en fait, tous les successeurs, et c'est lui qui a, je dirais, défini les termes du problème. Et lui définit la République, je cite, comme le droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Bon, peu importe que ce droit gouvernement soit celui d'un roi ou celui d'un magistrat qui a été choisi par des citoyens, mais c'est le droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Et la puissance souveraine, dit-il, c'est ce qui réunit en un corps. C'est un thème qu'on va trouver tout le temps, le corps politique, le body politique, réunir en la res publica, la puissance souveraine réunie en un corps. Et cette puissance souveraine, elle n'est limitée ni en puissance, ni en charge, ni à un certain temps. Disons, c'est l'absolu de la communauté telle qu'elle est voulue, fondée par les citoyens. Ensuite, quand on passe chez les contractualistes, vous avez un penseur très intéressant, parce qu'il n'y a pas que Rousseau, il ne faut pas oublier ça. C'est Johannes Althusius, un Allemand, qui est écrit ses dates, c'est 1563, 1638, en plein dans les guerres de religion. Lui aussi définit le droit souverain comme condition constitutive de la communauté politique. Et le droit souverain ne reconnaît ni allié, ni supérieur, ni égal à lui-même. Il n'appartient à aucun individu, mais à tous les membres de la communauté symbiotique unis ensemble. Le pouvoir souverain appartient à tous les membres de la communauté symbiotique, c'est-à-dire qui vivent ensemble, la symbiose, unis ensemble. Alors un penseur très important dans cette histoire du contrat social, c'est Hobbes, l'anglais Hobbes, dont les dates sont intéressantes. Alors c'est un personnage très intéressant, Hobbes, parce qu'il est né l'année du désastre de l'invincible Armada, en 1588. Il dit d'ailleurs dans son autobiographie qu'il est un enfant de la peur. Cela dit, c'est assez faux, puisque le désastre de l'invincible Armada, on a mis 2 ans à s'en apercevoir, puisque c'est une histoire qui prend 1 an et demi à peu près pour que la flotte espagnole se retrouve en morceaux en retournant à Cadix. Mais pour Hobbes, il va vivre 91 ans. Pour l'époque, vous voyez un petit peu, c'est à peu près comme quelqu'un qui aujourd'hui vivrait 160, 170 ans. À l'époque, l'espérance de vie doit d'une 50aine d'années. Et il a vécu 91 ans. Il meurt en 1679, il meurt juste 2 ans avant les Principia Mathematica de Newton. C'était quand même un
espace de temps qu'il court. Alors pour lui, la souveraineté, elle est constituée par l'abandon que font chacun des individus de leur volonté particulière en une seule volonté qui devient la volonté de tous entre les mains du pouvoir souverain qu'il appelle le Léviathan. Alors le contrat est passé entre chacun des participants, mais pas avec le pouvoir souverain, et donc le pouvoir souverain a une puissance absolue sans obligation envers les individus. Mais les individus, eux, décident de se soumettre, de faire corps, de constituer leur corps politique dans la soumission à cette puissance souveraine. On a des choses à peu près comparables un peu plus tard chez John Locke, dans le second traité du gouvernement civil. Là encore, il nous définit le pouvoir politique comme le droit de faire des lois comportant la peine de mort et par conséquent toute peine moindre pour la gestion et la préservation de la communauté. Spinoza est très intéressant. Encore une fois, tous ces gens ont des positions politiques différentes et des positions religieuses aussi qui sont passablement différentes. Mais tous reviennent inlassablement sur cette notion de constitution du pouvoir souverain. Spinoza, rationaliste, matérialiste, juif, qui sera fait l'objet d'une tentative d'assassinat par un radical de la communauté juive d'Amsterdam. Lui, il définit le droit du pouvoir de la manière suivante, c'est le droit de l'État où les pouvoirs souverains n'est autre chose que le droit naturel lui-même, en tant qu'il est déterminé non pas par la puissance de chaque individu, mais par celle de la multitude, agissant comme avec une seule âme. Nous voyons donc que chaque citoyen, loin d'être son maître, relève de l'État dont il est obligé d'exécuter tous les ordres, et qu'il n'a aucun droit de décider ce qui est juste ou injuste, pieux ou impie. Et en conséquence, la volonté de l'État devant être tenue pour la volonté de tous, ce que l'État déclare juste et bon, on doit le considérer comme déclaré tel par chacun. D'où il suit alors même qu'un sujet estimerait iniques les décrets de l'État, ou n'en serait pas moins tenu de les exécuter. J'insiste sur le fait que l'État n'a pas le sens que nous lui donnons, nous. L'État, ce n'est pas le pouvoir politique tel qu'il est institutionnalisé dans des structures d'État. Non, l'État, là, en l'occurrence, c'est l'État en tant que communauté des citoyens qui ont décidé d'avoir une volonté générale et de participer, de constituer un corps politique, de s'unir en un corps politique. Alors, Jean-Jacques Rousseau, lui, écrira beaucoup plus tard, il vient presque un siècle plus tard, mais il dira exactement la même chose en matière de souveraineté. La souveraineté, cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres, prend en général le nom de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance quand on le compare à ses semblables. Et une autre phrase de Rousseau, il y a donc dans l'État une force commune qui le soutient, une volonté générale qui dirige cette force, et c'est l'application de l'une à l'autre qui constitue la souveraineté. Alors, il faut revenir à ces textes, parce qu'encore une fois, il faut les lire dans leur abstraction. C'est les individus se défont de leur volonté particulière pour entrer dans ce corps politique. Alors ils le font pourquoi? Bon, à l'époque, c'est assez simple. C'est d'ailleurs la généalogie que donne aussi bien Bonin que donne Hobbes. C'est qu'ils rentrent dans ce corps politique pour échapper à la violence, à la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire à la guerre civile. Alors, soit cette violence, cette guerre civile, c'est la guerre civile des guerres de religion, soit c'est la guerre de tous contre tous dans l'état de nature, et puis il y a diverses interprétations de l'état de nature. Et disons que la finalité, je dirais, de l'entrée dans le corps politique, c'est d'échapper à la violence. C'est de sortir de l'état naturel de violence où chacun est l'ennemi de chacun. Bon. Alors, cela dit, cette puissance souveraine du Commonwealth ou de la chose publique, de la res publica, elle est limitée. Elle est limitée de deux manières. Elle est limitée par en haut et par en bas. Limitée par en haut, par le droit naturel, qu'on définit selon les penseurs, parce que là encore il y a beaucoup de variantes, qu'on définit selon les penseurs, soit de manière religieuse, par la loi de Moïse, les 10 commandements, la loi mosaïque, c'est chez Baudin, chez Althussus, chez Locke,
soit qu'on définit de manière, je dirais, plus anthropologique, comme conforme à la nature humaine, le droit conforme à la nature humaine, le droit anthropologique en quelque sorte, là encore chez Hobbes et chez Spinoza. Ça, c'est la limitation par en haut. C'est-à-dire qu'il y a un corpus de lois naturelles, de lois de la nature, soit c'est la loi mosaïque, encore une fois, soit c'est la loi anthropologique, ce qui convient à la nature humaine. Et chacun de ces penseurs fait en général un inventaire assez précis des principes de la loi naturelle. Mais l'autre limitation, elle n'est pas en bas. C'est-à-dire que tous ces penseurs reconnaissent l'existence absolue d'un droit de résistance. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, il y a un droit de résistance, vous avez dit que justement il faut se soumettre. Bon, mais quand l'individu en vient à être menacé dans son existence par le souverain, il a toujours fondamentalement le droit de se révolter. C'est le droit de résistance qui est un droit naturel aussi. C'est en fait le droit de légitime défense. Simplement, lorsque l'individu se met à résister au corps politique, deux choses l'une. Ou bien il va arriver à faire prévaloir son point de vue, et en général, ça suppose qu'il le fasse avec d'autres. Et à ce moment-là, ce qu'il va montrer, par sa résistance victorieuse, ce qu'il va montrer, c'est que le pouvoir souverain avait perdu sa légitimité, ne fonctionnait plus comme corps politique. Par exemple, il avait été fait l'objet de captation par un tyran, par exemple, ou par un roi qui était devenu un despote. Bon. Donc, ou bien un individu qui résiste gagne, mais ça suppose qu'il gagne, en général, pas tout seul. Ou bien il perd. Et s'il perd, ben il perd. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est mis à mort, tout simplement. Sa résistance était vaine, il est expulsé du corps social, donc il s'est en fait lui-même retranché. Et plus expéditivement, ça veut dire qu'il se condamne à mort. La phrase rousseauiste, c'est « on le force d'être libre ». On va le forcer d'être libre, c'est la phrase de Spinoza aussi, on le force d'être libre. Mais il y a toujours la possibilité de se révolter. Mais encore une fois, se révolter implique que soit on le fait victorieusement, collectivement, et on montre à ce moment-là que le pouvoir souverain avait été détourné, corrompu, caricaturé et faussé, soit on perd. Et à ce moment-là, on vous force d'être libre, c'est-à-dire que vous avez perdu et vous êtes exclu du corps social, soit au propre, soit au figuré. Et je dirais que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à ces vieilleries en guillemets, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je dirais c'est bien d'abord à la remise en cause de la puissance souveraine. Moi, je suis très sensible, je viens de le dire, je l'ai analysé dans mon livre, mon dernier livre, Contre la bienveillance, et ça sera encore plus analysé dans celui qui va paraître en janvier, qui s'appellera Citoyenneté et loyauté. Mais aujourd'hui, il y a une remise en cause de toutes parts de la puissance souveraine. Ce n'est pas une remise en cause de l'État seulement, c'est une remise en cause de l'idée même de souveraineté. Alors, cette remise en cause, elle n'est pas surprenante. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effet simplement de notre perversité. D'une part, il y a la complexité de la sphère publique qui est devenue considérable. Donc, d'une certaine manière, le souverain est devenu si complexe que d'une certaine manière, il est illisible. D'autre part, l'importance des interventions de l'État dans la vie sociale et économique est telle que, d'une part, il y a une ingérence de la souveraineté dans la vie de chacun, une ingérence perpétuelle de la souveraineté dans la vie de chacun. Pensez par exemple la manière dont on nous impose, on veut nous imposer l'interdiction absolue du châtiment corporel sur les enfants. L'interdiction de la fessée. Ça me semble un cas exemplaire d'ingérence du souverain dans la vie personnelle et individuelle. Puisque même à ce moment-là, votre enfant peut faire un numéro pour appeler le souverain à son secours. D'autre part, donc le souverain s'ingère partout. En même temps, il sous-traite une partie de cette souveraineté et délègue à des agences de toutes sortes, que ce soit des agences publiques, semi-publiques et privées. Je ne sais pas si si vous saisirez mon point, mais par exemple, je suis très frappé du fait que le pouvoir souverain en France n'a pas arrêté dans les dernières années de créer des hautes autorités.
hautes autorités des télécommunications, hautes autorités de l'audiovisuel, hautes autorités de la laïcité, etc. C'est très curieux comme phénomène, puisque le souverain délègue à des institutions publiques une partie de sa souveraineté. Et très souvent, il se retrouve confronté aux avis de ces hautes autorités, qui sont en désaccord avec l'avis du souverain ou avec la manière dont la loi elle-même est formulée. Et puis, bien sûr, ces interventions multiplient les occasions de contentieux. Il y a une inflation du droit, une juridicisation de la société, et ça va depuis les contentieux administratifs jusqu'aux contentieux constitutionnels et jusqu'aux contentieux supranationaux. Vous voyez la manière dont toute personne qui aujourd'hui est condamnée très lourdement, considérant que c'est va présenter son cas pour faire condamner la France à la Cour de justice européenne de Strasbourg, avec d'ailleurs, en général, des chances non négligeables de gagner contre la loi de l'État. D'autre part, la souveraineté, elle est ébranlée aujourd'hui par les revendications individuelles ou collectives, que ce soit les revendications de l'individu démocratique ou l'individu qui se retrouve porter ses revendications à travers ses appartenances de groupe. Et c'est en ce sens qu'on peut aujourd'hui parler de l'ébranlement de la souveraineté par le communautarisme ou par le multiculturalisme. Mais je ne donne pas un sens uniquement ethnique ou idéologique à multiculturalisme, c'est-à-dire que n'importe quelle catégorie, n'importe quelle communauté d'individus qui se retrouvent conscients de sa communauté va pouvoir représenter ses revendications aux souverains, que ce soit les Noirs, les gays ou les consommateurs de tel ou tel type d'objet. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, la souveraineté, elle est limitée par les obligations auxquelles se sont soumises les puissances souveraines en adhérant à des conventions internationales, à des traités ou à des organisations et en ratifiant des chartes juridiques supranationales. Pensez à quelque chose comme la Convention de Rome créant la Cour pénale internationale. À partir du moment où un pays adhère à la Convention de Rome, il reconnaît la légitimité des interventions de la Cour pénale internationale dans son action militaire, dans son action internationale ou même dans son action intérieure. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des pays censés, c'est-à-dire qu'il y a en gros 120 pays qui ont adopté le protocole de Rome, mais qui représentent 20% de la population du monde. C'est-à-dire que la plupart des grandes puissances n'ont pas adhéré à la Convention de Rome, tout simplement pour ne pas soumettre leurs actions de politique internationale à cette instance supranationale. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Angleterre, etc., etc. Et donc, la remise en cause contemporaine de la puissance souveraine du Commonwealth, de la Respublica, elle est très réelle. Et puis, elle vient aussi, aujourd'hui, à travers les revendications religieuses. Mais les revendications religieuses ne me semblent qu'un aspect de cette remise en cause globale. Et je dirais que ce qui est encore plus dangereux dans les revendications religieuses aujourd'hui, c'est pas qu'elles soient religieuses, c'est que très souvent, elles peuvent s'appuient sur les autres formes de remise en question de la souveraineté et elles se fondent avec elles. Prenez par exemple, si vous pensez au port du voile ou à la polygamie, vous pouvez les défendre au nom de convictions religieuses et au nom des valeurs de votre communauté religieuse, mais vous pouvez aussi les défendre aujourd'hui comme des revendications de l'individu suivant son bon plaisir. Lisez les journaux, vous verrez. Je dépouillais toute une série de Monde aujourd'hui. Il y avait une double page dans le supplément du dimanche, des idées sur le voile. Une grande partie du discours, c'était « Nous portons le voile non pas par conviction religieuse, mais parce que nous sommes libres ». Donc c'est selon un bon plaisir, ou bien au nom de conventions internationales qui protègent le droit des minorités. C'est un droit de s'habiller comme il veut. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut très bien articuler les revendications communautaristes religieuses sur des revendications, des critiques du pouvoir souverain qui sont
beaucoup plus beaucoup mieux diffusés dans la société. Alors cela dit, ce qu'on voit, c'est que parmi les atteintes à la souveraineté, aujourd'hui, certaines portent seulement sur des points qui peuvent être intégrés au fil des évolutions culturelles, sans qu'ils remisent en question radicale de la communauté. C'est-à-dire que si par exemple on discute sur l'âge de la majorité, hein, ou sur les modes de traitement pénal, eh bien, je dirais, on va trouver à s'accorder au niveau de la production des lois. Dans le pire des cas, ça pourra aller jusqu'au niveau de la révision constitutionnelle, mais révision constitutionnelle de détail prenant acte des évolutions sociales. Par exemple, parité homme-femme, droit des homosexuels, voire éventuellement mariage pour tous. Mais en revanche, certaines revendications contre la souveraineté emportent des changements si considérables et si fondamentaux qu'ils remettent fondamentalement en cause la communauté elle-même. Et en l'occurrence, il me semble que si on dénie la liberté de conscience, par exemple en imposant l'appartenance religieuse, en interdisant l'apostasie, si on dénie la liberté d'expression, en assassinant par exemple les caricaturistes et les pamphlétaires, eh bien, on n'a plus affaire du tout à une communauté républicaine. Cette fois-ci, c'est le corps politique qui est remis en cause fondamentalement. Et encore une fois, je veux dire, toutes les atteintes à la souveraineté n'ont pas le même impact sur le corps politique. Je dirais que si on utilisait une métaphore médicale, certains de ces impacts sont tels que le corps politique peut les absorber et il peut s'en remettre. D'autres de ces impacts sont tels que le corps politique doit s'adapter, mais dans certains cas, certaines remises en cause de la souveraineté ni purement et simplement le fait même de la communauté. Et comme je l'ai dit, eh bien, les penseurs de contrat social, à mon avis, ont construit ce concept du souverain, de la souveraineté, à la fois pour accompagner la naissance des États-nations, au moment où se défaisait la féodalité d'une part, et puis l'organisation impériale et papale de l'autre, et puis aussi de manière à surmonter les guerres civiles religieuses et y mettre fin de manière à la fois théorique et pratique. Alors, en matière religieuse, intéressant, là encore, d'aller un peu plus dans le détail, la position des penseurs contractualistes se répartit sur deux axes, en gros. Pensez qu'on est au XVIe siècle, XVIIe siècle. Hein. On n'est même pas encore au XVIIIe siècle. C'est Rousseau, c'est en plus un cas assez à part du contrat social, mais XVIe, XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on est à une époque où ne pas croire à la religion est inconcevable. Inconcevable. Lucien Febvre a écrit un remarquable livre sur Rabelais et le problème de l'incroyance au XVIe siècle, et tout son livre consiste à dire la chose. C'est pas la peine de discuter pour savoir si Rabelais était ou non incroyant, parce qu'il était inconcevable d'être incroyant. L'ensemble du mode de représentation du XVIe siècle en Europe est tel qu'on ne peut pas ne pas croire. Donc à ce moment-là, on peut y avoir des questions de divergence de détails, mais je dirais la religion est à l'horizon de toutes les pensées et de toutes les actions de la vie courante. Donc on est dans cette situation-là. Alors quelles sont les attitudes des contractualisés de la religion? Alors certains vont conclure à la nécessité d'une religion d'État qui serait en accord avec la vraie foi, et la vraie foi étant la foi chrétienne, hein, ça ne veut pas dire la foi catholique. Et cette religion d'État sera mise en œuvre par le souverain n'étant pas forcément un roi, ça peut être une assemblée, ça peut être l'église anglicane, hein, par exemple, et y compris en allant jusqu'à l'usage de la force et jusqu'à l'expulsion des dissidents. C'est la solution que prônent des gens comme Althussus ou comme Hobbes, et en partie Jean Bodin. Mais il faut voir, quand on lit dans le détail, c'est que cette idée d'une religion d'État on s'accompagne toujours chez ces penseurs d'une interprétation extrêmement restrictive et très modérée du dogme. Restrictive et très modérée. Il faut lire en détail les textes pour voir que leur religion d'État est en fait une religion déjà extrêmement épurée, hein, et extrêmement rationalisée. Bon. Et puis l'autre axe de définition du rapport à la religion est beaucoup plus modéré et va beaucoup plus dans notre sens.
et c'est celui qui s'est finalement imposé, c'est la critique du dogme, et notamment les incertitudes et les inconsistances de l'interprétation des Écritures et de la révélation, conduit à renvoyer strictement la religion à la sphère de la conscience individuelle, en décrétant à la fois la liberté absolue de conscience, de la conscience, et l'obligation absolue de la tolérance. Et ça, c'est la position de Spinoza, et c'est la position de Locke. C'est-à-dire, oui, Dieu a parlé, hein, Dieu a bien fait Dieu s'est révélé à nous. La position de Spinoza, elle est absolument cocasse. Hein. Et quand on la lit, c'est merveilleux. Elle dit, oui, c'est vrai que Dieu a parlé à Moïse. Simplement, on ne sait pas si Moïse l'a compris. Et on ne sait pas si nous-mêmes on comprend Moïse. Donc, vous pouvez croire ce que vous voulez des Écritures et gardez le pauvre. Donc, liberté absolue de conscience religieuse, mais nécessité absolue des tolérances. Hein. Et c'est la position donc, de Locke dans sa fameuse lettre sur la tolérance. Il faut être tolérant, mais on ne peut pas avoir de tolérance pour les intolérants. Point à la ligne, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein, chacun peut croire toutes les choses saintes qu'il veut et toutes les billevesées qu'il veut, mais qu'il le garde pour lui, que dans la pureté de son cœur, il soit en face à face avec Dieu. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est encore très intéressant ces positions-là, parce que il y a une crise très forte qui est produite par la rencontre avec le fondamentalisme religieux, et je dirais, on essaye d'y apporter des réponses, mais les réponses qui sont apportées, moi, me semblent extrêmement, non seulement faibles, mais à côté de la plaque, non pertinentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend parler? On en appelle, pour refonder le souverain, on en appelle aux identités nationales, et on essaye de les mobiliser contre les atteintes des ennemis extérieurs. Il y a plein de livres sur l'identité, de toutes les sortes aujourd'hui. Les gens ne parlent que d'identité. Or, moi, je pense que profondément, comme les gens du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce que des identités sont toujours des constructions fictives. Donc, on ne peut pas se replier sur une construction identitaire pour fonder la souveraineté. Alors, on peut très bien dire, il en a bien été question récemment, on peut dire que l'identité française, c'est les Gaulois. L'identité française, c'est Colbert et Louis XIV, et c'est les Lumières. L'identité française, c'est la Révolution française. Oui, chaque fois, vous avez des constructions d'identité nationale et elles sont justifiées en tant que fiction. Mais qu'aujourd'hui, on vous demande de refonder le pouvoir souverain et la communauté, la res publica, sur des identités fictives du passé, ça n'a pas de sens. Ça n'a encore moins de sens quand vous avez une France qui est de toute manière composite. C'est vrai que jusqu'en gros, la deuxième moitié du XIXe siècle, même peut-être jusqu'au début du XXe siècle, la France reste un pays ethniquement stable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invasions, il n'y a pas beaucoup de mélange, il n'y a pas beaucoup de migration, et donc la France reste un pays assez stable. Bon, à partir du moment où vous avez des courants migratoires, que ce soit l'arrivée des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Polonais, puis ensuite des travailleurs en Algérie ou du Maroc, et puis ensuite les gens venant des ex-colonies, vous vous retrouvez avec des problèmes de constitution d'identité qui sont impossibles. Comment voulez-vous? Et alors si, il faut dire comme Sarkozy, et que vous entrez en France, vos ancêtres sont des Gaulois. Bon, c'est poussé très loin vers la fiction. Donc moi je pense qu'au contraire, si on veut proposer un remède à cette crise de la souveraineté, il faut tout simplement revenir aux conditions de constitution du corps politique. Et alors, la réponse, à mon avis, viable, c'est de revenir, comme les pensées contractualistes, à un concept fort de la souveraineté, à une conception forte et rationaliste des conditions d'appartenance à la communauté, notamment pour tout ce qui concerne les ferments religieux de dissolution. Alors, je vais en dire un peu plus là-dessus, parce que je voudrais quand même m'acheminer assez rapidement pour laisser la place vers la fin, pour laisser la place à la discussion. Qu'est-ce que ça suppose, ce que je viens de vous dire, revenir à un concept fort de la souveraineté? Premièrement, il faut redire une chose bête, c'est que l'appartenance à une communauté politique commande
la soumission à la puissance souveraine et le respect des principes fondateurs de la communauté. C'est-à-dire comment le respect par les citoyens de leurs devoirs, s'ils veulent faire valoir leurs droits. C'est-à-dire qu'il y a un échange de droits et de devoirs. Hein. L'entrée dans le souverain au XVIe siècle, c'est pour se défendre de la violence. Hein. Donc on abdique sa volonté individuelle pour se soustraire à la violence. Hein. C'est un marché. Ce que je perds en limitation de mes droits, ce qui m'impose des devoirs, me revient sous la forme d'une garantie de sécurité, de possibilité de pouvoir vivre, pouvoir me développer, pouvoir cultiver, pouvoir fonder une famille et pouvoir commencer à développer un gouvernement, les arts, les sciences et le commerce. Bon. Eh bien, fondamentalement, ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que si vous voulez être membre du souverain, membre de la République, ça implique de votre part un certain nombre d'abandons. Ces abandons étant justifiés par la contrepartie qui va vous être donnée par le souverain. Et je vais venir parler de cette contrepartie. Donc ça veut dire que les appartenances religieuses, par exemple, doivent être renvoyées strictement à la liberté de conscience, mais avec une obligation absolue de tolérance. J'ai constaté, bon, je vous demande de me croire sur parole, mais j'ai constaté, au cours de la présentation de mon dernier livre, hein, Contre la bienveillance, chaque fois que j'ai eu à intervenir avec des penseurs musulmans, je n'ai jamais pu obtenir une réponse claire et catégorique sur l'obligation absolue de tolérance. Je suis passé récemment chez Audrey Pulvar avec un philosophe, même qui est un philosophe du Maghreb qui a travaillé avec Paul Ricoeur. Il a refusé de se prononcer sur la liberté ou non d'apostasie. Voilà, ça me paraît, si vous voulez, le point incontournable. Je reviens au contractualisme. C'est si vous voulez faire partie de la communauté politique, il faut que vous acceptiez que vos appartenances religieuses relèvent de votre liberté de conscience, avec une obligation absolue de tolérance. On ne vous en demande pas beaucoup plus. Hein. De toute manière, nous y sommes arrivés pendant 3 siècles en quittant les guerres de religion. Bon, et donc, ça veut dire aussi que la tolérance ne peut pas être envisagée comme une tolérance. Hein, si. Ce n'est pas une bienveillance envers autrui. Non, c'est un impératif qui est commandé par la loi et qui doit être sanctionné comme tel. Alors, maintenant, vous me direz, mais quel est l'intérêt du souverain aujourd'hui? Parce qu'on voit très bien qu'au XVIe siècle, le souverain, le corps politique, c'est pour éviter la désorientation dans les allégeances et pour éviter la guerre de tous contre tous. Alors on me dit, on n'est plus dans la guerre de tous contre tous. C'est vrai, mais je crois que nous, dans des pays européens, je parle pour les pays européens, mais je ne parle pas pour d'autres pays qui peuvent avoir d'autres régimes politiques, ce que j'appelle tout à fait. Mais dans les pays européens, nous, la fondation de notre souverain est en gros, du souverain correspond en gros, je dirais, à la devise de la République. C'est pas pour rien que c'est là, mais c'est-à-dire liberté. Nous sommes dans des pays où nous privilégions la liberté, et de ce côté-là d'ailleurs, non seulement nous privilégions, mais la liberté est absolument une condition inconditionnelle, un principe inconditionnel de notre existence collective. Et de ce côté-là d'ailleurs, en tant que assez libertarien, plutôt libertarien, je considère que, justement, même cette liberté, indépendamment de toutes les questions religieuses, même cette liberté, aujourd'hui, est loin d'être complète. Il y a énormément de secteurs de notre vie civique où nous ne sommes pas libres, du tout. On pourra en parler si vous voulez. La deuxième chose, c'est effectivement le principe de notre communauté politique, c'est l'égalité. Ça ne veut pas dire que l'égalité soit réalisée. Hein, mais que c'est un principe que nous essayons autant que possible qu'il y ait une égalité. Et l'égalité, ça veut dire égalité civique, un homme, une voix, hein, mais ça veut dire aussi égalité par rapport, je dirais, au bénéfice du droit.
la protection du droit, et ça veut dire aussi égalité par rapport aux bénéfices de l'État-providence. Alors vous direz, mais c'est plein d'inégalités. Bien, je ne le nie pas du tout. Mais le bénéfice de l'État-providence, il existe sous la forme de choses comme la sécurité sociale, la prestation scolaire, etc. Il fait partie du bagage égalitaire de notre corps politique. Et puis troisièmement, troisième principe, dans la Révolution française, ça s'appelle la fraternité. Moi, je préfère, parce que fraternité, ça a un petit côté d'abord, c'est un petit côté chauviniste mâle, et puis d'autre part, un petit côté maçonnique aussi. Je préfère solidarité. Et effectivement, nous sommes dans des corps politiques de solidarité, où la solidarité commande un certain nombre de transferts. Transferts entre les handicapés et les pas handicapés, entre les pauvres et les moins, et les riches, entre les doués et les pas doués, etc., etc. Alors, ce que je veux bien qu'il soit bien clair, c'est que je ne dis pas que ces trois principes sont réalisés, hein, mais ce sont les principes. Et je dirais qu'après, vous pouvez très bien faire une sorte d'évaluation des positions politiques de chacun selon la manière dont il place le curseur sur ces trois chapitres. Il y en a qui sont plus pour la liberté et même libertariens, c'est plutôt mon cas par exemple, d'autres qui acceptent certaines restrictions à la liberté, par exemple au nom de l'égalité ou au nom de la solidarité. Moi je suis plutôt libertarien. En termes d'égalité, vous avez des égalitaristes très forts, et puis vous avez des moindres égalitaristes, des gens qui considèrent que la méritocratie peut être défendue, et idem en matière de solidarité. Vous pouvez très bien demander des transferts sociaux extrêmement importants, si vous êtes gauchiste par exemple, et vous pouvez très bien considérer que des transferts sociaux qui sont trop importants ne sont pas favorables à l'économie, ne sont pas encouragent la paresse, tous les discours qui ont été tenus. Hein. Vous pouvez faire étalonner les positions politiques en fonction de l'endroit où vous placez vos curseurs sur ces trois dimensions. Mais cela dit, le fait d'être dans la République, au sens du XVIe siècle, dans le corps politique, suppose qu'on accepte ces trois principes. Hein. Et sur ces trois principes, on peut pas transiger. Et donc, ça signifie que, à partir de là, si ces trois principes sont les fondements du corps politique, eh bien, il faut les rendre effectifs. Alors, c'est là-dessus que j'ai poursuivi ma réflexion dans le prochain livre sur citoyenneté et loyauté, parce que dans le premier, je m'étais prononcé, je dirais, sur ces principes-là, mais je pense que maintenant, dans le détail, si on veut appliquer ce programme-là, et je vais m'arrêter là-dessus, il faut concevoir les méthodes concrètes pour y arriver. Hein. Ça veut dire faire, par exemple, de l'éducation civique un des enjeux fondamentaux de l'école. Et ça implique de repenser complètement l'éducation civique. Moi, personnellement, je suis favorable à une éducation civique dès la petite enfance, pratiquement présente jusqu'à l'adolescence, débouchant sur un service civique, environ 3 mois, d'un trimestre de vacances, et avec ensuite, à la suite, une prestation de serment républicain à la manière de la prestation de serment prévue par la Constitution de 1791, de la République française, de la monarchie parlementaire et la Constitution la Convention de 1793. Il y avait un serment républicain qui était prévu. Et puis, bien évidemment, si le serment fait l'objet est violé, il faut prévoir des sanctions. Et c'est en ce sens que pour ma part, je pense que ces sanctions peuvent être graduelles, peuvent porter sur des déchéances progressives et graduelles de droits civiques, pouvant aller jusqu'à la déchéance de nationalité. Je ne suis pas favorable à la déchéance de nationalité pour les binationaux seulement, mais pour tout le monde. Je peux en parler plus, j'ai mis ça dans un appendice de mon livre contre la bienveillance, mais je l'ai développé de manière complète dans le prochain. Je considère qu'il y a certains cas où la rupture du contrat social est telle que les gens ne peuvent plus être citoyens. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut trouver un moyen de le matérialiser.
Alors c'est difficile dans une situation où citoyenneté et nationalité sont indissociables, sauf que on peut créer, j'assume d'être très choquant, on peut créer des apatrides, y compris des apatrides chez nous. Parce que le statut d'apatriderie est un statut protecteur, contrairement à tout ce qui est raconté par les... Simplement, vous n'êtes plus citoyen. Vous êtes dans la situation, en gros, d'un touriste dans un pays, dans un état de droit étranger. Et par exemple, quand on dit la France ne peut pas créer d'apatride, c'est pas vrai, puisque elle a signé la Convention de New York de, je crois, de 1961, mais elle ne l'a jamais ratifiée. Et j'essaye de comprendre pourquoi la France n'a jamais ratifié cette convention par laquelle on s'interdit, certains pays s'interdisent de créer des apatrides. Parce qu'il y a deux, en matière d'apatridie, mais je peux en parler plus dans la discussion. Il y a une convention de 54 des Nations Unies qui est très protectrice. Il s'agissait à l'époque de régler le cas de tous les apatrides de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait tellement d'apatrides qui avaient été créés par les bouleversements que les Nations Unies ont construit une convention que la France a signée et ratifiée, que la plupart des pays, pas tous, hein, la plupart des pays ont signé et ratifié, qui définit un statut protecteur de l'apatride. En gros, c'est le statut d'un étranger bien traité, l'étranger le mieux traité. Et ensuite, il y a eu une seconde convention en 61 à New York, que la France a signé mais n'a pas ratifié, que beaucoup de pays n'ont pas du tout signé et pas du tout ratifié, s'interdisant de créer des apatrides. Mais encore une fois, je veux dire, là encore, on est dans le cas d'une atteinte à la souveraineté par l'engagement supranational. Et encore une fois, même cet engagement supranational, pour le moment, il n'existe pas. Hein, donc voilà. Donc je crois qu'en fait, il faut prendre concrètement aujourd'hui les moyens de restaurer le contrat social. Et le restaurer, ça n'implique pas de dire ah c'est bien, lisez Hobbes, lisez Rousseau, etc. Non. Comment est-ce qu'on réapprend aux gens qui sont citoyens? Pourquoi? Et parce que je conclue là-dessus, parce que je ne parle pas seulement des terroristes. Réfléchissons un peu que nous avons la chance de tomber dans la République en naissant. Ça ne pose même plus un problème. On l'est automatiquement. Du coup, on n'imagine plus qu'on puisse ne pas avoir les droits et on ne peut pas avoir de devoirs. Et en plus, on n'a pratiquement plus de devoirs, puisque le dernier devoir qui restait, et je ne suis pas pour son rétablissement, c'était le service militaire. Le service militaire avait un sens très fort, puisqu'il signifiait vous êtes citoyen et vous risquez d'avoir à nous payer par le sacrifice de votre vie. C'est ça que ça voulait dire le service militaire. Vous pouvez vous être appelé à vous sacrifier pour votre république. Bon, maintenant on n'a même plus ça. Donc nous sommes tous automatiquement citoyens et d'une certaine manière ça ne nous émerveille plus. Je crois qu'il faut recommencer à faire comprendre à tout un chacun que être citoyen c'est une immense chance. Et que cette immense chance elle doit être, je dirais, payée par d'abord des abandons dans nos demandes particulières, et puis d'autre part, par éventuellement, je dirais, des sanctions si nous venons à manquer à nos engagements. Voilà, merci. Comment est-ce qu'on définit 1, 2, 3. Comment est-ce qu'on définit les contours d'un souverain? Parce que oui, comment est-ce qu'on dit toutes les contours d'un corps politique, d'un souverain? Parce que, bon, je veux dire, par exemple, prenons l'Alsace-Lorraine. Le manteau. Oui. L'Alsace-Lorraine, à certaines époques de l'histoire, la France, elle dit qu'elle était sous de cette. Enfin, oui, mais je veux dire, les Alsaciens et les Lorrains, étaient dans des conflits de loyauté, bref, etc. Donc, comment est-ce qu'on définit? Est-ce que c'est par un territoire? Est-ce que c'est... enfin, je sais pas, voilà. Ça paraît curieux. Non, mais vous faites bien de poser cette question parce qu'elle est très très réelle. C'est que, justement, c'est l'objet du troisième chapitre du livre qui va paraître en janvier, où j'étudie, si vous voulez, les conditions de la citoyenneté et de la nationalité. C'est-à-dire que, en fait, il faut avoir une idée assez abstraite du corps politique.
C'est-à-dire, par exemple, les bourgeois d'une ville, quand ils décident, alors c'est qu'une fraction de la population, bien sûr, mais les bourgeois d'une ville qui décident de gérer leur ville forment un corps politique. Et ce que disent très très bien, ce que dit très très bien Hobbes ou Locke ou Rousseau, c'est que un corps politique, ça peut être une ville, ça peut être une région, et ça peut être un royaume. Hein. Or, ce qui est intéressant, intéressant pour nous, si vous voulez, c'est que on a assisté au fil de l'histoire récente à la constitution, je dirais, de corps politiques qui sont beaucoup plus identifiables. Ça a été l'État-nation, hein, et puis ça pourrait être l'Europe. S'il y avait une conscience citoyenne, vous voyez très bien aussi à quel point l'Europe est déficiente, parce que justement, il n'y a pas cette conscience citoyenne. Hein. Et c'est passionnant pour la pensée politique de se poser la question de la citoyenneté européenne, ou même, à la limite, rappelez-vous, la citoyenneté cosmopolitique du monde, hein, puisque Kant parle aussi de dire qu'on peut être citoyen du monde si on accepte un code de droit international qui forme un corps politique cosmopolitique. Beaucoup d'utopies on a. Donc, si vous voulez, en fait, c'est chaque fois, je dirais, des conditions locales qui définissent un corps politique. Maintenant, ce qui est apparu, si vous voulez, c'est qu'avec les révolutions anglaises d'abord, il ne faut pas jamais oublier que 1688, c'est la révolution anglaise. Hein. La révolution anglaise. Américaine et française, vous avez la constitution de corps politiques particuliers qui sont des corps politiques, je dirais, républicains démocratiques. Parce que vous pouvez très bien avoir un corps politique qui soit républicain, mais pas démocratique. Une monarchie, hein, peut être une monarchie éclairée, un despotisme éclairé peut être un corps politique et encore une république, hein, auquel les gens admettent de se soumettre. Mais il se trouve que ce qui a déterminé notre vie maintenant, peut-être que c'est fini, hein, peut-être que c'est la fin. Ce qui a déterminé notre vie, c'est l'émergence de corps politiques qui sont des républiques démocratiques. Alors, ce qu'il faut repenser de fond en comble, c'est leur forme de démocratie. Aujourd'hui, je pense que toutes les discussions autour du populisme, autour des modes de suffrage, autour des coalitions de partis, autour de la sclérose des partis, posent vraiment la question de l'organisation démocratique de corps politiques auxquels nous tenons. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est populiste qu'on ne tient pas au corps politique républicain. Et c'est pas parce qu'on est d'extrême gauche qu'on ne tient pas au corps politique républicain. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, si vous dites que c'est Dieu qui fait le droit, hein, quel que soit le contenu que vous donnez à la charia, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dans les 2 dernières années dans les pays du Maghreb, et je peux vous dire que vous avez quand même beaucoup de croyants éclairés dans ces pays-là, et qui vous disent, la charia, il y a 6% d'authentique, et tout le reste, c'est des racontages qui ont été rajoutés au fil des situations locales, par exemple, des discussions. Vous avez des féministes des musulmanes féministes au Maroc qui tiennent des discours très croyants, mais très radicaux sur les limitations de la charia. Mais si vous dites que de toute manière, le droit positif n'existe pas parce que c'est le droit de Dieu qui prévaut, comme ça a été notre cas pendant très longtemps, hein, je veux dire, au Moyen-Âge, le droit positif, c'était le droit canon. Hein, matinée de droit romain. Si vous dites que le droit religieux est supérieur au droit positif, si vous dites que le pouvoir doit être de nature théocratique, à ce moment-là, vous avez une autre conception du corps politique. C'est un autre corps politique. Encore une fois, il est peut-être pas contractuel au sens où les gens se défendent en quoi, mais simplement comme ils sont tous fils de Dieu, par exemple, ils se retrouvent forcément dans le corps politique. Et donc ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est que, il y a ce concept de corps politique, très abstrait, très général, et 2, il y a notre situation à nous, notre situation européenne compte tenu de notre histoire, je veux dire. Alors, encore une fois, je veux dire que je suis un philosophe assez sceptique et assez désabusé aussi. Il se peut qu'on soit à la fin de ça. Il se peut que, après tout, les gens veulent une théocratie. Pourquoi pas? Il y en a.
Il y en a eu dans l'histoire des théocraties, hein. Il y a eu des tyrannies, il y a eu des théocraties, il y a eu des républiques, il y a eu des corps politiques ethniques. Vous savez, vous allez discuter avec les Basques radicaux, veulent un corps politique ethnique, hein. Ils veulent un corps politique de frères, comme les frères de sang, point à la ligne. Il y a eu des projets, il y a eu une quinzaine d'années il y avait eu des discussions très intéressantes de théorie politique chez les philosophes espagnols, justement, par rapport au défi que représentait cette idée d'un corps politique ethnique chez les radicaux basques et assez partagé par la population. Dans l'impératif de tolérance dont vous parlez, comment traitez-vous les signes religieux dans le domaine public? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est dans les impératifs de liberté, égalité, fraternité. Vous disiez que selon l'endroit où on plaçait le curseur, eh bien, on identifiait quelqu'un. Le curseur à zéro dans cette liberté, égalité, fraternité, où le placez-vous? Et ensuite, en ce qui concerne les apatrides, qu'est-ce qui se passe pour leur vie dans la société? Qu'est-ce qui se passe s'ils deviennent nombreux pour leur descendance également? Oui. Alors, c'est trois grosses questions et elles sont, je ne sais pas vous faire plaisir, mais elles sont toutes les trois extrêmement intéressantes. Alors, premièrement, sur les signes religieux, je pense que j'ai montré le bout d'oreille. Personnellement, à partir du moment où vous ne masquez pas la totalité du visage, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Moi, j'ai dit j'étais libertaire. Au moment où on a passé la loi sur le voile, j'étais contre. Sur le voile, maintenant, j'ai un peu changé d'avis parce que derrière, il y a le phénomène du prosélytisme. Donc, si vous voulez, je suis pour une liberté totale de conscience religieuse, y compris d'afficher ses convictions religieuses en portant une scapulaire, un chapelet, une cornette, tout ce que vous voulez. Simplement, en revanche, je suis extrêmement sévère sur le prosélytisme et les contraintes exercées, par exemple, au niveau du quartier, pour que les femmes n'aillent pas au bistrot, pour que les femmes soient toutes voilées, pour que tout le monde fasse le ramadan, etc. Alors vous me direz que là, je suis dans une situation difficile, pas tant que ça, alors, d'une part, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une vraie contrainte, hein. Je suis un philosophe qui ne passe pas mon temps seulement avec des gens comme vous, hein. Je vais sur le terrain. Et je peux vous dire, quand vous allez au Bourget, quand vous allez à Aubervilliers, quand vous allez à Aulnay, hein, vous avez véritablement un ordre imposé, un ordre religieux qui est imposé. Alors ça, je suis catégoriquement contre. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, bah par exemple, moi je pense une chose aussi simple. On va penser l'histoire du burkini là sur la plage. Je pense que si la police française était autorisée, comme la police américaine, je ne sais pas si c'est le cas de la police anglaise, à jouer la provocation. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait faire un huissier pour constater, on n'arrive jamais, etc. Vous savez qu'aux États-Unis, un policier peut très bien provoquer un trafiquant de drogue et constater l'infraction. Ben, je trouve que c'est pareil. Moi, j'avais émis sur mon profil Facebook l'idée de gendarmettes sexy en monokini allant se mettre sur la plage de je sais pas où, Tolisco ou je sais pas quoi, pour constater le fait qu'il y avait une privatisation de la plage. C'est tout. Oui. Donc, je pense si on veut, il y a des remèdes à ça. Je veux dire, il y a des remèdes. Actuellement, vous avez aussi des groupes de femmes. Il y a des groupes de militantes musulmanes qui, à Aubervilliers, vont au café pour défier l'interdiction, etc. Il faut encourager ça. Et puis, mais, je dirais que c'est pas facile, mais je veux dire, on est arrivé à un certain nombre de choses. Donc, c'est les premières réponses. Seconde réponse sur le curseur. Bon, bien évidemment, on ne peut pas le mettre à zéro.
disant qu'il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas d'égalité, où il n'y a pas de solidarité. Vous ne pouvez pas le mettre à zéro, mais je dirais que l'histoire des programmes politiques, quand on admet que la discussion démocratique puisse être forte et même assez intense et même polémique, mais sans justement tomber dans la révolution sanglante, eh ben c'est l'histoire de la manière dont on déplace les curseurs. Hein. C'est notre histoire. L'histoire des manières dont on accepte plus de solidarité, moins de solidarité, plus de liberté, moins de liberté. Et je dirais que les problèmes de déplacement des curseurs, ils ne sont pas seulement des problèmes, ce sont à la fois des problèmes théoriques, mais ce sont aussi des problèmes très pratiques. C'est qu'au fur et à mesure qu'apparaissent de nouvelles technologies, le problème du déplacement des curseurs se pose de manière différente. Il est bien évident que, par exemple, le problème de la liberté d'expression se pose de manière relativement différente maintenant que vous avez des boîtes de diffusion des idées extrêmement rapides, extrêmement massives, que ce soit les tweets, que ce soit Facebook ou des choses comme ça. C'est pas la même chose que je pense que de ce côté-là, d'ailleurs, notre loi de 1881 sur la diffamation, la loi sur la presse, est totalement obsolète. Totalement obsolète. Et par exemple, en tant que libertaire, je suis totalement opposé aux droits qui ont été exorbitants, qui ont été donnés aux associations d'ester en justice. Parce que ce que je vous dis, s'il y avait un membre du comité contre l'islamophobie en France, du CCIF, il peut me poursuivre. Et comme ils ont de l'argent, ils prennent un avocat et il peut me mettre dans une situation extrêmement difficile. Pour tout ce que j'ai dit, je peux être poursuivi pour islamophobie par une association. Le délit d'islamophobie n'existe pas, mais je veux dire, on peut très bien manipuler tout ça. Donc je pense que le déplacement des curseurs, ça fait partie de notre inventivité. Je voudrais préciser aussi une chose, c'est qu'un penseur pour qui j'ai une très grande estime, c'était Claude Lefort, qui disait la démocratie, c'est le domaine de la différence et du différent. Bon, simplement, ce que Lefort ne concevait pas à l'époque, et pour cause, c'est que le différent puisse être tel qu'il remette en question la République et la démocratie. Si vous avez quelqu'un qui vous dit non, de toute manière, tu ne peux pas le dire parce que le prophète, il a peut-être pas dit, il a dit ça, il n'y a pas d'articulation du différent possible, on ne pourra pas se mettre d'accord là-dessus. J'ai l'expérience, je suis en train d'essayer de faire un livre avec un prof d'Aulnay-sous-Bois sur comment on peut parler de la religion aux élèves. Eh bien, je peux vous dire que c'est épouvantable comme difficulté, parce que depuis les attentats, les choses se sont encore radicalisées, et que par exemple, si vous leur dites, on va discuter de la révélation, les types, ils vous disent, d'abord, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais ils vous disent, non, tu ne discutes pas, le prophète, il a dit, tu ne discutes pas, tu n'as pas le droit d'aborder la question. Ça. Et puis alors votre troisième question, c'est sur la patrie. Alors la convention je vous engage à le lire, on la trouve très facilement sur Internet, sur le site des Nations Unies, des Nations Unies. La convention de 1954, oui. Donc, en 1954 était destinée à clarifier la situation juridique de tous les apatrides qui avaient été produits par la Seconde Guerre mondiale, avec la redéfinition des frontières, etc. Donc, le statut d'apatride, c'est un statut d'étranger bien traité, bénéfique, donc il est protégé par les lois, c'est pas un hors-la-loi, c'est pas un outlaw que tout n'importe qui peut tuer, c'est un étranger, il a le même droit à des permis de circulation, il peut repartir du pays où il est et il peut revenir, simplement, il n'a pas accès aux droits sociaux. Comme vous, quand vous êtes quand vous allez aux États-Unis, ils me font rire les Français souvent, quand vous allez aux États-Unis, la première chose que vous faites, si vous n'êtes pas complètement idiot, c'est vous acheter une assurance. Parce que moi, quand mon père a pris un infarctus à New York, il était bien content d'avoir une assurance. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas votre propre système de sécurité sociale, vous n'avez rien du tout. Donc, si vous êtes un apatride, vous êtes traité comme un étranger. Alors, à la limite, même je vais être très provocant, je veux dire, à la limite, vous êtes apatride parce que vous êtes absolument pas d'accord avec les lois du pays, mais vous voulez continuer à y vivre. Vous n'avez pas accès aux bénéfices sociaux. Rien ne vous empêche de vous assurer vous-même.
Rien ne vous empêche d'avoir un organisme une mutuelle quelconque, même une mutuelle confessionnelle, à la limite, hein, à condition que l'argent ne vienne pas de la drogue ou des trucs comme ça. Donc, effectivement, le statut d'apatride suppose, que vous êtes un sujet de droit, que vous êtes protégé par le droit, mais que vous ne bénéficiez pas de toutes les prestations sociales. Et je dirais que, pourquoi je dis ça? C'est pas que je sois particulièrement pervers, c'est aussi que je pense que tout individu est beaucoup plus intelligent qu'il le prétend. C'est-à-dire que, hormis, on me dit toujours, il y a le kamikaze, il a décidé de mourir, il calcule pas. Oui, le kamikaze. Mais la plupart des gens, ils calculent. Et si vous vous dites, après tout, la prestation, la contrepartie de mon appartenance civique, c'est que j'ai droit à un certain nombre de prestations, je pense qu'à ce moment-là, ça vous fait réfléchir. Et d'ailleurs, je mets 3 conditions à la déchéance de nationalité. Je propose 3 conditions à la déchéance de nationalité. C'est très simple. C'est comme dans les constitutions révolutionnaires, la trahison, l'allégeance à un autre corps politique. Quand un terroriste fait allégeance à Daesh, il fait une prestation d'une autre allégeance. La trahison, l'allégeance à un autre pays, souvent ce qu'on appelle la trahison. Deuxièmement, la fraude fiscale passive et organisée, parce que pour moi, être citoyen, c'est payer des impôts. La matérialisation du citoyen, c'est l'impôt. Vous avez autant de corps politiques que vous payez d'impôts. Non, nous on a un gros corps politique parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Mais vous avez autant de corps politiques et donc se soustraire à l'impôt est d'un incivisme absolu. Pas la petite fraude, hein, et vous savez, aux États-Unis, hein, les condamnations pour fraude fiscale importante sont terrifiantes, hein, sont très très lourdes. Vous allez en tôle et vous n'y allez pas pendant les 6 mois. Hein. Quand on pense que le baron Sellière, en 2007, on a découvert le montage qu'ils avaient fait avec Wendel. Hein, c'est une fraude de 80 millions d'euros. C'est toujours pas venu en procès. Mais attendez, quelque chose qui ne va pas. C'est une fraude hyper sophistiquée, très bien montée, hein, avec des cabinets d'ingénierie, etc. Et je veux dire, et après que ces gens. Et je peux vous dire, il se trouve que dans mes amis, j'ai un des proches de Sellière qui m'envoie, il y a 1 an à peu près, un programme parfait de rénovation de la France, pensé par des patrons éclairés, etc. Je le lis, je dis c'est super votre truc, mais à condition que vous ne soyez pas des fraudeurs fiscaux. Et je lui ressors, parce que je lui ressors un article du Monde qu'avait publié Sellière un peu avant 2001, je crois, dans lequel il donnait une leçon de civisme exceptionnelle, et en plus, on ne pouvait qu'applaudir. Et dans le même temps, il montait ses fraudes fiscales. C'est pas possible. Moi, je connais des expatriés financiers pour des raisons dans des paradis fiscaux qui trouvent absolument normal d'avoir tout leur argent à l'étranger, de garder la sécurité sociale, hein, et puis de donner des leçons sur la politique française. En général, plutôt Front National. Non, mais attendez, je pense à un de mes amis qui a été expatrié fiscal en Espagne. Il a tout déménagé pour être expatrié fiscal au Luxembourg il y a 2 ans. Hein, les gars, il donne des leçons sur la politique française. Il continue, quand c'est grave, à aller se faire soigner en France. Mais je me pince. Qu'est-ce qu'il lui reste de citoyen, à part sa carte d'identité? Et puis, 3e condition de déchéance de la nationalité, pour moi, et ça c'est fondamental, c'est les actes de barbarie accompagnant les crimes. Et j'ai une chose dans la tête, c'est le gang des barbares et l'affaire Ilan-Halimi. Pour moi, c'est pas possible que des gens qui se sont retranchés, comme il n'y a pas de peine de mort, ce que j'admets tout à fait, parce qu'avant la peine de mort, c'était tout simple, c'est vous êtes retranché de la société, on vous tranche la tête. C'est vous-même qui vous tranchez la tête, en quelque sorte. Par votre comportement barbare, vous vous êtes retranché de la société. On n'a plus ça. Mais quand les gens se retranchent de la société par une inhumanité absolue, moi, je ne vois pas en quoi ils restent citoyens. Hein. Je ne trouve pas normal que Youssouf Fofana, quand il va sortir de prison, parce qu'il sortira, hein, 22 ans de sûreté, vous sortez.
hein, surtout qu'en plus les peines de sûreté contraintes, comme les gens ne le savent pas, elles sont révisables depuis la loi Perben 2. Ça, c'est quand même le gag de la politique française, c'est qu'on a fait une loi qui durcissait les peines planchées, la récidive, etc. Second volet de la loi, l'introduction de la révisabilité des peines de sûreté, en dehors de toute considération des victimes, etc. Hein. Il suffit qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un qui est condamné à une peine de sûreté, il faut qu'il attende 7-8 ans, fasse preuve de bonne conduite, dépose une demande devant un tribunal de juge avec ses avocats, sans audition des avocats des parties civiles et des victimes, et éventuellement les juges peuvent accorder la réduction de la peine de sécurité. Voilà. Donc, je pense que ces trois cas, moi je pense qu'à l'issue de sa peine, Fofana, ce serait bien qu'il se retrouve pas français. Voilà. Et donc privé d'un certain nombre de droits sociaux. Ah oui, ah oui. Et je pense que ça fera réfléchir les gens. Donc voilà, c'est les trois conditions de la patrie que je vois. Bien évidemment que c'est pour des cas radicaux, mais la Constitution de 1791 comportait une déchéance de la nationalité comme ça. Et la Constitution de 1793 aussi, est quasiment dans les mêmes termes, avec la possibilité d'ailleurs qu'ils ajoutaient, et que moi j'accepterais volontiers, de la réhabilitation possible. Hein. Mais je pense qu'on pourrait, avant la patrie, on peut aussi, je trouve invraisemblable qu'on n'utilise pas la peine. Avant, elle était automatique pour certains délits, qu'on n'utilise à peu près plus la peine de déchéance des droits civiques. Madame Yamila Benguigui, qui a menti éhontément sur son patrimoine, hein, en cachant tout ce qu'elle pouvait, hein, 1 an d'inéligibilité. Attendez, c'est à mourir de rire. La privation des droits civiques, à mon avis, c'est quelque chose qui pose des problèmes, parce que ne serait-ce que parce que ça vous, passez-moi l'expression, ça vous crée plein d'emmerdements administratifs. Il y a plein de trucs que vous ne pouvez plus faire. Vous comprenez ? Il faut aussi jouer sur le fait de la complication de nos sociétés. C'est que si quelqu'un se retrouve, qu'il a sa vie pourrie, en quelque sorte, par un certain nombre de privations de droits, je crois que moi, comme j'ai confiance dans la rationalité et la raison des êtres humains, je pense que la plupart des individus tiendront compte de ce genre de risque. C'est-à-dire, et pas seulement les gens qui ont fait des études. Quand vous regardez comment n'importe quel gamin aujourd'hui est capable de manipuler des technologies très compliquées, de savoir tous ses droits sur le bout des doigts, etc., je ne vois pas pourquoi il ne serait pas au courant de ce qu'il risque s'il se conduit de telle ou telle manière. Voilà. Excusez-moi, je vous ai répondu longuement, mais vous m'avez posé 3 questions quand même. Je pensais surtout en même temps que les apatrides, s'il y avait un noyau important d'apatrides, donc, alors plus le fait de créer donc des personnes qui sont certes marginalisées, mais qui deviennent grosso modo ils sont plus bas que les SDF, d'un point de vue couverture sociale. Ah non, ils sont dans la situation de ce qu'à Athènes on appelle les métèques. Vous aviez les citoyens athéniens, qui étaient citoyens, et les métèques, c'était les commerçants étrangers, qui étaient souvent très florissants, mais qui n'avaient pas de droit. Alors, cela dit, encore une fois, c'est des questions théoriques, mais qui ont aussi un aspect pratique, je dirais, entre guillemets, déjà vu. C'est que au XIXe siècle, contrairement à ce que les gens racontent dans les discours, la France a eu jusqu'en 1888 un principe d'acquisition de la nationalité par le droit du sang. C'est-à-dire qu'il fallait être net de père français pour être français. Il se trouve que, vous allez voir l'ironie de la situation, et puis on pouvait devenir français aussi par naturalisation. Hein. Naturalisation, en gros, il y avait le livre de Patrick Veil, qui est un chef-d'œuvre sur qu'est-ce qu'être français. Lisez-le, parce qu'il est formidable. Il trouverait sûrement que tout ce que je dis est facho, mais je suis entièrement d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Il a fait une histoire de l'évolution des questions de citoyenneté. Et il se trouve qu'il y avait en gros 500 naturalisations par an. Pour des raisons de gens qui demandent à être naturalisés parce qu'ils ont épousé quelqu'un. Bon, en 1889, il y a 2 200 000 naturalisations. Pourquoi ? Parce qu'on a changé la loi
on s'est fait passer du droit du sang au droit du sol, tout simplement parce que s'était posé la question que vous me posez, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'étrangers en France qui pouvaient devenir citoyens français, mais qui ne demandaient pas la citoyenneté parce qu'ils ne voulaient pas faire le service militaire. Et donc, on décide de passer au droit du sol, et du coup, on naturalise 2 millions de conscrits de plus, d'un coup. On pense aussi qu'il va peut-être y avoir bientôt la guerre. Hein. Il faut penser à ça. Mais donc, effectivement, vous pouvez avoir... Écoutez, c'est des situations qui se posent déjà dans l'Union européenne aujourd'hui. Il y a 1 million de Polonais en Grande-Bretagne. Alors, bien évidemment, c'est sous la législation européenne. Mais, je veux dire, avoir des grosses populations... moi, je vis à Ibiza une partie de l'année. Ibiza, il y a 140 000 habitants. Il doit bien y avoir 70 000 étrangers. Majorque, c'est encore pire. Encore pire. Bon. Et moi, à Ibiza, je ne suis pas résident. Hein. Je n'ai pas demandé la résidence. Je ne suis pas expatrié fiscal. Je suis un étranger, protégé par la loi. Et je sais que, par exemple, j'aurais beaucoup de scrupules si j'étais résident, j'aurais beaucoup de scrupules à voter. Parce que je considère quand même que c'est leur affaire aux autochtones de gérer c'est leur île, c'est pas la mienne. Moi, j'ai la chance d'en profiter. J'ai la chance d'être bien traité par eux. J'y paye mes impôts. Mais leur dire ce qu'il faut faire, ça me gênerait un peu. Vous voyez, je me sens pas. Je me sentirais vraiment un peu déplacé, là, pour le dire. Donc, je pense qu'on peut être étranger. Si vous regardiez aussi, si vous preniez la question des sans-papiers, alors tous les cas de figure, lisez le livre de Veil, il est formidable parce que la France a eu plus d'1 million de Portugais hors la loi dans les années 50, 60, 70, parce que le Portugal et la France n'arrivaient pas à s'entendre sur la signature de conventions. Saint-Lazare ne voulait pas admettre qu'il y avait une émigration portugaise, et nous, pour je ne sais pas quelle raison, on ne voulait pas. Et donc, on a eu plus d'1 million de Portugais en situation irrégulière. Et ça fonctionnait. Et ensuite, ils se sont intégrés, pour la plupart, sans difficulté. Donc, ces questions-là, si vous voulez, sont. Pratiquement, on les a tous vécues, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être aussi pragmatique dans cette affaire-là. C'est-à-dire, on agit juste en fonction des situations, et les situations peuvent changer. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de reconsidérer considérablement la notion de droit d'asile. Parce que le droit d'asile, tel qu'il a été conçu, c'est au départ pour l'asile politique, c'est le principe révolutionnaire. Hein. La révolution accueille tous ceux qui sont victimes de la tyrannie, et elle refuse les tyrans. Ensuite, les législations sur l'accueil des migrants ont été déterminées par les besoins de main-d'œuvre. Il faut être clair. Et aujourd'hui, face à des migrations massives et organisées, parce qu'on ne déplace pas 1 million de personnes comme ça par l'opération du Saint-Esprit, hein, il y a une logistique, face à des migrations organisées, il faut redéfinir à la fois notre politique d'accueil et surtout notre politique d'intégration. Ça, j'en parle beaucoup dans le prochain livre, parce que je dis, un migrant ici, il est dedans ou il est dehors? C'est un peu votre question. Et est-ce qu'il est destiné à rester dehors tout en étant dedans? Ou est-ce que s'il veut rentrer dedans, à quelles conditions il va rentrer dedans? C'est-à-dire comment les Allemands ont d'assez bonnes idées là-dessus, en disant ça coûte cher, il faut intégrer les gens, il faut les acculturer, il faut leur apprendre la langue, il faut leur apprendre les principes politiques, et il faut leur imposer, de l'apprendre. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas les laisser se balader dans la nature, à faire l'école buissonnière. Vous comprenez? C'est aussi ça. Parce que la crise des migrants, elle va continuer. Hein. Elle va continuer. Et pour le moment, ce n'est pas nous qui remportons le coût. Hein. C'est la Grèce et c'est l'Italie. C'est la Grèce et l'Italie qui portent le fardeau des migrations. Et le Liban. Le Liban, vous avez 2 millions de Syriens au Liban pour 4 millions de Libanais. Donc je dis, en fait, il faut à la fois avoir des principes théoriques, ce que j'ai essayé de vous montrer, et en même temps, il faut tenir compte des conditions concrètes
pour voir comment est-ce que les principes théoriques nous permettent ou non d'agir et comment est-ce qu'ils peuvent guider ou non notre action. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai été long, mais vos questions, elles étaient pas faciles. Pardon. Oui, ma question relève du rapport entre le caractère d'apatride et le caractère d'étranger. Vous avez dit on peut se retrouver apatride. Vous souhaitez qu'on puisse se retrouver apatride si un certain nombre de conditions qui sont liées à la nationalité ne sont pas vérifiées. Pour autant, quelle frontière voyez-vous entre l'étranger qui aurait un certain nombre de droits auxquels l'apatride n'aurait pas droit? Oh, alors, je pense que ce qui manque à l'apatride éventuellement, c'est la défense de ses intérêts par son pays d'origine. C'est à peu près tout. Maintenant, la défense des intérêts de l'étranger par son pays d'origine, en général, elle est déterminée par les traités d'extradition qui ont déjà leurs complications à eux. Ce qui fait d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on croit, les pays ne sont pas libres de décider ce qu'ils font avec les étrangers. Je veux dire, ça dépend en général de l'inertie des traités d'extradition qui ont été signés. Et des traités d'extradition, il y en a depuis très longtemps. Hein. Je veux dire, par exemple, les Écossais réfugiés en France, sous la monarchie, n'avaient pas du tout le même statut juridique que les autres étrangers. Hein, parce que l'Écosse était considérée comme un pays ami, etc. Donc, il lui manquerait la défense par son pays, mais cette défense peut être très bien elle peut très bien se voir substituer la défense par le droit. Il est défendu par le droit national français. Mais au-delà, vous parliez de droit, par exemple, la sécurité sociale, les mesures-là. Il se trouve que en France, il n'y a pas très longtemps, au lendemain de la guerre, un étranger n'avait pas le droit automatiquement à la sécurité sociale. C'est ce que j'ai dit à propos des États-Unis, c'est toujours le cas. Mais moi, c'est pareil quand je suis à Ibiza. Quand je suis à Ibiza, je ne peux pas me faire soigner, sauf aux urgences. Je ne peux pas. J'ai eu à me faire enlever des fils d'une petite intervention chirurgicale. Je suis allé au centre de santé de mon village. L'infirmière m'a dit non, vous n'êtes pas un padronado, vous n'êtes pas parmi nos inscrits. Donc, alors elle m'a dit, vous pouvez aller voir un médecin étranger qui vous les enlèvera, puis finalement je me les ai enlevés moi-même, mais c'est exactement cette situation-là. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'apatride, dans le cas de Jeffy Lioget, c'est quand même quelqu'un qui a un casier judiciaire lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un casier judiciaire lourd. Je veux dire, si c'est un... Moi, ça me gêne. Moi, j'aimerais bien que M. Sélière ne soit plus un citoyen français. Il tombera, ça a été... Il sera dans la situation, si vous voulez, aussi du réfugié politique de l'ancien régime. C'était un problème, c'était d'aller trouver un endroit où on vous prendra. Hein, je cite une phrase de Pufendorf absolument désopinante du XVIIIe siècle, disant oui, il faut toujours accueillir les gens persécutés, à condition qu'ils respectent les lois, à condition qu'ils respectent notre religion, surtout s'ils ont du bien et de l'industrie, et ce ne sont pas très nombreux. Mais c'est la théorie du droit des gens, qui à l'époque est considérée comme extrêmement humaniste et ouverte, vous voyez. Mais le problème, par exemple, des protestants dénaturalisés et expulsés de France, ils ont été accueillis aux Pays-Bas et en Allemagne. Et je veux dire, dès l'époque, c'est très intéressant, donc si vous voulez, dès l'époque, un peu après l'époque, Voltaire, dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, dit, mais c'était la révocation des dividendes, c'était une sottise inouïe. Parce que ces gens sont partis avec beaucoup d'industrie et beaucoup de biens. Hein, et donc le pays a été affaibli. Vous voyez? Donc là, je dirais que dénaturaliser un djihadiste, moi je ne crois pas que ça nous gêne beaucoup. Et en plus, je dirais, il peut même revenir
il n'est plus citoyen français, il peut même repartir, il a un permis de circulation. Simplement, d'abord, il a plus d'ennuis administratifs pour circuler. Un peu comme vous, avec un permis vous avez des passeports maintenant qui sont valables pendant une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Lui, ça doit être un permis tous les 2 ans, etc. Donc, puis au moins, on sait où il va, on suit la trace. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Donc, en fait, l'apatride, ça serait une sanction. C'est ce que les révolutionnaires ont appelé la mort civique. Et tous les émigrés français avaient été condamnés à la mort civique, parce qu'il fallait leur trouver un statut. Que faire d'un émigré qui revenait? Alors, on pouvait lui couper la tête, ça en général c'est ce qu'on faisait, mais sinon il fallait trouver un dispositif de réhabilitation pour le remettre dans la citoyenneté. Donc qui prenne serment, par exemple, il fallait prêter serment. Oui? Pardon. D'abord, merci pour le solidarité, la paternité, ça fait nickel. Voilà. Et alors, moi, la question que je me pose, c'est par rapport à restaurer ce contrat. Parce qu'effectivement, tu l'as dans c'est d'automatisme et la non-prise de conscience. Qu'on a des droits, qu'on a des échanges. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a, et je vais casser le pessimiste là-dessus, parce qu'on est justement dans un monde où la solidarité n'existe plus. C'est l'individualisme, chacun consomme, etc. La solidarité, quand on regarde nos politiques, où chacun va pour soi, la corruption, je ne vais pas prendre tous les éléments, mais si on reprend les 3 mots, liberté, égalité, fraternité, ou solidarité, je trouve qu'actuellement, ces mots-là ne sont plus sont complètement niés par notre société. Et je pense qu'il faudrait repasser par les jeunes, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait remettre ces valeurs-là. Est-ce que vous avez des idées? Parce qu'alors là, moi, c'est ce que je défends. Hein. Vous avez raison. D'abord, vous avez compris le fait qu'on ne mesure pas notre chance. Hein. Quand on voyage un peu, comme ça m'est arrivé quand beaucoup, on mesure notre chance. Moi, il y a des pays où je ne voudrais pas retourner et où il y a d'autres où je ne veux pas mettre les pieds. Hein. Il faudrait vraiment que j'ai un job vraiment qui m'y oblige pour que j'aille en Arabie Saoudite, par exemple. Hein. Parce que, et je le sais, parce que j'ai des anciens étudiants qui ont travaillé là-bas, je sais que l'étranger n'a aucun droit. Hein. On vous pique votre passeport, et puis après, c'est à l'ambassade d'aller chercher à vous en sortir. Hein. Pour un rire, on vous pique votre passeport, vous n'avez plus le droit de sortir, vous ne touchez pas votre salaire, etc. Donc il y a des pays que, en tant que citoyen de république démocratique, je ne fréquente pas. Hein, je veux dire, j'ai toujours refusé d'aller à Cuba, par exemple, parce que j'ai eu 1 ou 2 expériences quand j'étais très jeune d'aller dans des dictatures, et j'ai trouvé que c'était une sottise d'aller dans des dictatures, et j'ai refusé régulièrement, comme je suis aussi critique d'art, j'ai refusé régulièrement de participer à des conférences, des débats, des biennales à Cuba, etc. Je ne peux pas aller faire ça, c'est pas possible. J'ai pas envie d'être dans cette situation-là, ni du type de comportement que ça m'oblige à avoir. Donc à partir de là, je dirais qu'on a cette chance. Il faut l'apprendre aux gens. Et je crois que c'est la construction de l'école. Mais l'école, ça implique un changement complet. C'est-à-dire pas faire de l'éducation civique comme ça en apprenant les préfectures ou le genre des régions. C'est dès le plus jeune âge apprendre les principes civiques les plus élémentaires. Hein, je veux dire, justement, sur la solidarité, sur l'égalité, J'ai fait des cours de philo à des ados. Hein. J'ai publié 2 bouquins de philo 100% ados. Qui sont des expériences de terrain que j'ai fait dans des collèges. On peut apprendre le civisme à des gamins. Hein, c'est pas impossible. Hein. Leur apprendre à se respecter, à s'écouter, à comprendre ce qu'on dit, etc. Et puis, ensuite, c'est graduel. Hein. Et dans mon esprit, ça se terminerait par un service civique de 3 mois où on vérifie justement l'acquisition des principes de la citoyenneté, et puis ensuite une prestation de serment, et ensuite on est citoyen. Ça veut dire qu'on abaisserait l'âge de la majorité à 16 ans, hein, pour moi. C'est une chose que je défends depuis des années et des années. Les enfants sont majeurs sur plein de trucs,
Je veux dire, je vois pas pourquoi, à partir du moment où ils sont majeurs et nubiles, ils sont nubiles et autonomes, ils ne seraient pas citoyens. Alors, en plus, on a une population vieillissante où les gens sont gâteux, et donc eux, les gars, ils seraient responsables, ça serait très bien, ça compenserait. Donc, si vous voulez, je veux dire, non, mais et une prestation de serment, vous avez avant, il y avait la confirmation, il y a la bar mitzvah. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez été élevé dans une religion que vous y adhérez. Donc, une confirmation solennelle. Je veux dire, c'est pas impossible à mettre en place. Je veux dire, je ne vois pas. Alors, j'aimerais savoir ensuite comment les gens me diraient, on veut pas. Alors, il y aurait deux cas de figure. Il y aurait ceux qui voudraient pas parce qu'ils sont contre la citoyenneté. Ben, c'est bon à savoir. Et puis, il y a ceux qui voudraient pas pour des raisons de mauvaise foi, c'est-à-dire on veut bien être citoyen, mais on ne veut pas le dire, etc. Et ça serait aussi intéressant de le savoir. Hein. Mais je pense qu'il y aurait peut-être plus de gens qu'on pense qui seraient favorables à ce dispositif-là. Je veux dire, c'est pas. Il n'a rien d'exorbitant, il n'a rien de scandaleux. On va quand même pas faire un service. Tout le monde nous dit on va faire un service civique. On va quand même pas faire un service civique pour aller faire des travaux d'intérêt général auxquels on condamne ou on est condamné. Mais vous comprenez, je veux dire, il faut un service civique qui a un contenu civique. C'est la seule chose qui est intéressante. Je veux dire, c'est pas, on va pas aller leur demander de ramasser les détritus et de nettoyer le canal du Midi. C'est pas ça un service civique. Mais moi, l'idée, c'était dans ce monde où tout est le contraire de ça. Oui, mais alors, attendez, là, je vous ai pas répondu, parce que c'est là où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, dans l'idéologie, on dit, il n'y a pas de liberté. C'est pas vrai. Hein, c'est comme quand on dit, la démocratie est en crise. Je vous ai dit, à mon sens, la démocratie, il y en aurait plutôt trop, au sens où ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi, et au nom de la démocratie, n'importe quoi peut être dit de n'importe quelle manière. Bon, liberté, on en a. Égalité, on a quand même beaucoup de mécanismes correcteurs. Et solidarité, alors là, je veux dire franchement, c'est pas parce que les inégalités s'accroissent qu'il n'y a pas des transferts sociaux. Les transferts sociaux sont énormes. Simplement, on ne veut pas le voir. Là aussi, c'est comme la citoyenneté. On ne veut pas voir l'importance des transferts sociaux. Or, ils sont considérables, les transferts sociaux. Peut-être qu'ils sont insuffisants ou peut-être qu'ils marchent mal. Ça, c'est une autre affaire. Hein. Mais les transferts sociaux, je veux dire, excusez-moi, si vous prenez le programme sur les banlieues, on a dû mettre à peu près 100 milliards d'euros depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Bon, si c'est pas un transfert social, je ne sais pas ce que c'est. Simplement, peut-être que le transfert social, il a été tellement mal fait qu'il n'a servi à rien, ou plutôt qu'il n'est pas tombé dans la cause de tout, il n'a pas été perdu pour tout le monde. C'est ça, qui va. Parce que moi, une chose qui me faisait beaucoup rire à l'époque des années 90, si vous voulez, parce que ma famille est de Villeurbanne, donc on est à côté de Vaux-en-Velin, et comment il s'appelait le terroriste qui a été tué dans les monts du Lyonnais, en rapport avec le fils. À l'époque, on parlait des grands frères, on fabriquait du grand frère autour de bras. Maintenant, le grand frère, c'est un frère musulman. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut voir. Je veux dire. Mais ça a été bien financé, tous ces transferts. On a financé à tour de bras. De la même manière, si l'argent qu'on fiche dans l'école est gigantesque, pour le résultat que ça donne, c'est pas le transfert qui est en cause, c'est la manière dont il est effectué. Et je crois que justement une éducation civique consisterait aussi à montrer ça, montrer que les transferts sociaux, il y en a beaucoup. Regardez le maquis des aides sociales. Alors ils sont en train de découvrir que c'est inintelligible. Mais le maquis des aides sociales, c'est d'une absurdité sans nom, mais c'est quand même des transferts. C'est probablement des transferts qui sont mal fichus, qui n'ont pas la masse critique, qui sont mal calibrés par rapport aux gens qui ont vraiment qui en ont besoin, etc. Mais de facto, nous sommes une société où il y a liberté, égalité et solidarité. Ne pensez-vous pas qu'à la croix de solidarité, on devrait mettre responsabilité, liberté, égalité, responsabilité? Non, parce que responsabilité, c'est en gros ce qui chapeaute le tout.
si vous voulez, liberté, égalité, la solidarité, et puis après, il y a, je dirais, les risques de sanction qui font la solidarité, la responsabilité. Ici. Oui. Alors, bonsoir. Euh, En fait, pour revenir un petit peu à la gouvernance, c'est une construction sociale, en fait, une deuxième couche à la réalité. On doit constamment réfléchir dans chacun ce qu'on vit. Et c'est ça aujourd'hui notre devoir de citoyen. Et, euh, et juste, j'ai l'impression que c'est un élan humain qui est né dans la peur. Et Aujourd'hui, début, hein, depuis, vous avez dit que ça devrait éviter depuis Hobbes, c'est ça. Oui. depuis Hobbes. Et je me demandais si aujourd'hui on était capable de faire quelque chose de plus positif, trouver une façon de se gérer qui soit plus positif, qui aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de parler de la bancaire, ils n'ont pas envie de voir des flammes dans la rue, ils veulent aller sur Mars, monsieur. Ils veulent. Ils veulent aller sur Mars. Oui, mais non. Ah oui, non, mais vous voulez, hein, si je comprends à peu près ce que vous voulez, c'est un grand récit qui donne espoir, quoi, en quelque sorte, non? Non, c'est pas ça? Non, je dis juste qu'on n'en est peut-être plus à avoir peur l'un de l'autre constamment, quoi. Ça peut On n'est plus, hein? avoir peur l'un de l'autre. Ah, mais ça, c'est écrit hein, dans Contre la bienveillance. Justement, je pense que les bases du contrat social sont plus celles du XVIe siècle. Les époques passées étaient des époques de véritable insécurité. Hein. C'est plus notre cas. C'est pas parce qu'il y a des menaces de terrorisme. Ah non, c'est pas parce qu'il y a des menaces de terrorisme qu'on vit dans un monde qui est ultra sécuritaire et ultra sécurisé. Hein, je veux dire, attendez, il faut quand même être clair. Vous savez ce que c'est que l'insécurité? L'insécurité, c'est de ne pas pouvoir bouger de chez soi. Hein. Bah, vous me direz, c'est peut-être le cas quelquefois. Qui est basé sur le conflit. Pardon? On est d'accord, on a un système qui est basé sur le conflit, dont est Le censé nôtre? marcher quelque chose de positif. Non, je vois pas les choses comme vous. Ce que j'appelle l'insécurité, c'est vraiment l'insécurité de toute la vie. C'est-à-dire aussi bien l'insécurité physique, hein, habeas corpus, être soumis à l'arbitraire, être soumis au vol, etc. Mais c'est aussi l'insécurité du lendemain, hein, ne pas savoir ce qu'on mangera demain. Je veux dire, et quand je dis pas savoir, c'est-à-dire même pas qu'il y a un réseau du cœur, hein, qu'il n'y a rien. Et je pense que cette étape, Dieu merci, elle est dépassée. Donc maintenant, les bases de notre vie en commun dans un corps politique, c'est, je ne vois pas autre chose de mieux que notre devise républicaine. Simplement, on en a perdu le sens. Et je crois que c'est important de montrer que c'est pas acquis automatiquement. En quelque sorte, ce que je dis souvent, comme pour essayer d'être plus clair, c'est le corps politique, c'est pas un grand magasin où on vient faire ses courses. C'est un endroit où on est content d'être ensemble parce que justement, il nous apporte la satisfaction de quelques valeurs fondamentales, pas toutes, hein, mais quelques valeurs fondamentales. Et vous pouvez imaginer, effectivement, c'est quand même l'expérience qu'on a de toute l'histoire humaine, qu'il y ait des corps politiques qui sont fondés sur d'autres principes. Une théocratie considère que normalement la chose la plus importante, c'est votre salut. Alors, et je dirais que si, quand vous avez une espérance de vie de 40 ou 50 ans, ben, l'au-delà, c'est vraiment important. Parce que vous menez une vie de chien pendant 40 ans, au moins que l'éternité soit agréable. Nous, qui avons quand même un confort de vie exceptionnel, je ne parle pas de meilleur confort, mais pensez par exemple la médecine, la soustraction à la douleur. Nous sommes la première époque du monde où les hommes peuvent échapper à la douleur. Ils n'ont pas pu échapper à la douleur juste dans les années 1950. Eh bien, à ce moment-là, je veux dire, on a notre vision des nécessités du corps politique. Et vous pouvez avoir des corps politiques qui sont fondés sur le salut, qui sont fondés sur la pure fraternité clanique. Bon, c'est pas notre monde.
Alors moi, encore une fois, je veux bien que ça change. C'est un peu ce que dit le Houellebecq, hein, en disant ça va mal finir. Non. Mais moi, je suis plutôt attaché à ce monde passé, et je pense qu'il est encore une des raisons de notre à la fois bonheur de vivre, volonté de vivre ensemble, etc. Donc, j'essaye de proposer des manières de mettre nos actions en accord avec nos principes, quoi, c'est tout. Oui. Bonsoir. Je voulais, j'ai un concept auquel je tiens, c'est le concept d'innovation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans l'économie et je voulais savoir si vous, justement, votre recul sur cette question du contrat social depuis son émergence dans la société il y a quelques siècles, laisse place à ce concept-là d'innovation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut innover en matière de contrat social? Parce que bon, vous, quand vous nous parlez aujourd'hui de contrat social, vous dites revenons d'abord aux bases, essayons de les comprendre, de comprendre un peu le concept fondamentalement. Parce que les concepts évoluent très doucement. L'humanité ne fait pas des concepts extraordinaires toutes les 2 minutes. Parce que ils ont une essence forte. Et justement, quelle est la place de l'innovation dans le contrôle? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a découvertes ou que l'humanité a vécues dans son expérience qui ont émergé, qu'on pourrait intégrer à ce nouveau contrat social, dans sa redéfinition, je veux dire? Oui. Alors, moi, j'aurais tendance à vous répondre que au niveau du contrat social brut, je ne vois pas de possibilité d'innovation, je vois des possibilités de changement. C'est-à-dire, vous pouvez très bien, d'abord, changement, imaginons que les gens indéfiniment lassés du consumérisme, de la société de jouissance, etc., toute la critique, si vous voulez, de l'hédonisme contemporain, disent qu'il faut revenir aux valeurs religieuses. Donc on peut très bien imaginer, encore une fois, cette fois-ci, qu'on ne soit plus dans le contrat social, mais dans d'autres formes de corps politiques. Ces corps politiques, ils existent. L'Iran est un corps politique théocratique. D'autres pays, c'est plus contestable, d'autres pays musulmans, c'est plus contestable. La Chine est un drôle de corps politique qui n'est pas une république et qui n'est pas une démocratie, et c'est un corps politique, et Dieu sait si ce corps politique, il est important. Hein. Donc je pense que là, on a, sur ce qui est la constitution des corps politiques, en gros, l'histoire humaine montre presque tous les cas de figure. En revanche, sur l'organisation du corps politique, dans son fonctionnement du gouvernement, là, il y a de la place pour l'innovation, considérablement. Hein. Et d'ailleurs, cette innovation, encore une fois, on l'a déjà vécue, elle s'accélère. Regardez l'arrivée de l'imprimerie, justement, avec ses bons et ses mauvais côtés. Regardez l'arrivée de la presse, le passage de la presse politique d'opinion éclairée à la grande presse, le passage de la grande presse pour les médias, et aujourd'hui, l'entrée dans encore d'autres formes de communication politique. Alors, ça donne des idées aux utopistes et aux rêveurs qui se disent on va faire une démocratie Internet, par exemple. On va faire c'est un peu l'idée de Podemos en Espagne. Hein, je veux dire, c'était un peu l'idée de certains dans Nuit debout aussi. Mais, bien évidemment, je dirais, à ce moment-là, l'innovation, il faut l'expertiser. C'est-à-dire voir qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle n'apporte pas. Hein. Moi, je suis tout à fait passionné par les innovations qu'introduisent dans la culture les nouveaux médias. Maintenant, je crois qu'il faut une évaluation extrêmement sérieuse. Par exemple, moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est dans le domaine de la connaissance, c'est l'incroyable possibilité de connaissance que nous avons aujourd'hui, et malheureusement, le peu que nous en faisons. Voilà, c'est ça. Donc, il y a de la place pour l'innovation. Quand j'ai créé et j'ai fait vivre pendant 13 ans l'Université de tous les savoirs, je fais un principe de ce que vous faites ici, et puis je l'ai arrêté en 2013. Pourquoi? Parce que à partir de 2005, Google, YouTube, l'augmentation de la bande passante ont changé complètement les conditions de la diffusion du savoir.
Et donc, je me disais, si je continuais, il faudrait que je redéfinisse entièrement le projet sous la forme, je pensais d'ailleurs à l'époque de MOOCs, Massive Open On Course Online, Online Courses. Mais ma réaction était négative en disant, c'est pas à mon âge que je vais faire ça, au sens, je touche plus ma bille dans ce domaine-là. Vous comprenez ce que je voulais dire? L'innovation, elle est des gens plus jeunes. Hein. Mais malheureusement, ce que je vois, c'est que, en dépit des possibilités, ça ne débouche pas sur une exploitation réelle de toutes ces possibilités. Alors ça changera peut-être, hein, on ne sait rien. Peut-être aussi que l'intelligence artificielle remplacera notre intelligence. Hein. Mais non, je vois aussi des perspectives de suppression complète du corps politique. Hein, si vous y allez par là, c'est-à-dire que je pense qu'avec les big data, les prophéties de Meilleur des Mondes, Aldous Huxley, elles sont à nos portes. Hein. On peut très bien avoir une humanité qui soit entièrement autorégulée de manière systémique par l'analyse, par les algorithmes de tous ces micro-mouvements. Hein. Je veux dire, ça peut arriver. Dieu merci, je ne suis plus là. Hein. Si je me console comme ça. Mais on peut très bien imaginer. C'est pour ça que la question du jeune homme qui est parti, on veut aller sur Mars. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les épisodes de vouloir aller sur Mars, etc., ça a toujours été des solutions on part parce que la Terre est devenue invivable. C'est Blade Runner, hein, c'est l'histoire de Blade Runner. C'est l'histoire du programme spatial soviétique. Hein, il a commencé à être mis en place dans les années 25 par des gens qui voulaient fabriquer l'homme nouveau. Et qui disait l'homme nouveau, colonisera les planètes. Donc, ils ont commencé comme ça. Vous voyez, je crois qu'il y aura de l'innovation. Hein. Et puis, je vous dis, il y en a déjà eu. Entre quelqu'un qui lit le Moniteur dans les années 1820 dans un club de province, et puis quelqu'un qui aujourd'hui ouvre Google Actualité et a toute la presse qui lui est ouverte, y compris la presse des pays dans lesquels il ne vit pas, etc. Je veux dire, ça a totalement changé. Alors, en revanche, revenons quand même à la base, c'est-à-dire, pour ce qui est des corps politiques, on a vraiment un peu fait le tour de toutes les formes qu'ils peuvent avoir. Hein. C'est un peu ça qui... après tout, on est des êtres vivants hein, qui ont pas encore beaucoup évolué. Ça viendra peut-être. Bon, il y a encore une question. Une dernière question. Mon temps. Alors, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des remarques, des connaissances. Concernant, par exemple, votre souhait de rétablir l'éducation civique, depuis la petite école jusqu'au moment dans le jeune adulte, c'est le centre d'une comparaison scolaire il y a notamment ce qu'on appelle les EMC, l'éducation morale et civique. Justement, c'est là qu'on cette démarche. Donc c'est en train de se faire à ce que... Moi, j'enlèverais moral. Hein. Pardon? J'enlèverais moral. Vous voyez? Je mettrais juste civique. Éducation civique. Voilà. Bon, ça a fait mal au sein de cher ministre, philosophe pour son brillant, etc. Ça avait été débattu à l'époque. Mais bon, disons qu'il y a cette dynamique-là qui est dans un de... La deuxième chose, c'était que par rapport, en fait, à votre proposition de mentionner les aides sociales à la citoyenneté. Il me semble que ça va dans le sens, là pour le coup, contraire aux politiques récentes, puisqu'aujourd'hui, les aides sociales ne sont pas conditionnées justement par la citoyenneté. Donc là, ce que vous proposez, c'est d'aller à l'inverse. Ah, bien sûr. Tout ce qui est vu. C'est juste pour clarifier. Oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Et la dernière chose, et je m'arrête là, c'était juste pour aussi revenir sur le sens du contrat social que nous retrouvons notamment chez tous, avec à l'échelle la volonté générale et la volonté de tous. Précisément, le sens fondamental du contrat social, tel qu'en parle Rousseau, c'est que je suis plus simplement d'individu privé qui cherche à satisfaire mes propres personnels au niveau de l'État. Et je considère comme un citoyen, c'est-à-dire que j'ai le souci de la chose publique et je suis capable de mettre de côté mes intérêts personnels, mes convictions religieuses, etc., de manière à envisager l'intérêt de tous. Voilà, et c'est dommage
vous n'en avez pas trop parlé. Et ça me semble dommage parce que c'est pour moi, il me semble, l'un des sens fondamentaux du contrat social. Oui, alors, vous avez raison, mais en même temps, j'en ai pas parlé volontairement pour la raison suivante. C'est que je considère que, justement, si le citoyen doit avoir la volonté générale au sens de ne voir que l'intérêt général, il n'y arrivera pas. Hein. Et d'ailleurs, c'est le problème en général des objections qu'on fait à Rousseau. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se décentrer, en quelque sorte, de ses intérêts personnels. Donc non, moi, je suis plus strict là. C'est-à-dire que il faut que le citoyen sacrifie un certain nombre de volontés particulières. Par exemple, sa volonté de prosélytisme religieux. Il ne peut pas. Il y a un certain nombre de volontés particulières, ses lubies sexuelles, etc. Il peut les satisfaire tant qu'il ne veut pas engager la vie d'autrui, etc. Ses lubies vestimentaires, idem, etc. Mais on ne lui demande pas de prendre chaque fois une décision conforme à la volonté générale. En revanche, la volonté générale, c'est la volonté générale de quelques points. C'est-à-dire ce que j'ai dit, c'est je veux quoi? La liberté. Maintenant, on discute sur comment on va l'organiser. 2, je veux l'égalité. Maintenant, on discute sur comment on l'organise. Et 3, et je me soumets à la vie générale. Hein. Je veux dire, si la solution ne va pas, tant pis. Hein. Et puis 3, la solidarité. Et on discute. Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle non pas... j'ai parlé de gouvernance, mais moi, je préfère revenir au vieux mot de gouvernement. C'est la question du gouvernement. Comment voulons-nous nous gouverner? Mais je pense que, si vous voulez, ce qui me gêne dans la position rousseauiste, mais elle était faite pour des toutes petites communautés, hein, le côté suisse, la Corse, etc., c'est qu'elle a quelque chose de très ethnique. Pour que vous vouliez que votre volonté particulière devienne la volonté générale, il faut qu'il y ait une homogénéité du groupe qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis, c'est faisons le départ entre ceux que nous reconnaissons collectivement et puis ce qui reste strictement du privé et sur lequel, là, nous avons la plus grande latitude possible. Voilà. Je suis dans une position beaucoup plus statique de coupure. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous n'avez plus. Du fait que vous êtes citoyen, vous interdisez la barbarie, par exemple. Hein. Vous êtes citoyen, vous avez... être citoyen ne vous empêche pas de tuer quelqu'un. Dans une crise de colère, de jalousie, par imprudence, parce que vous êtes beurré, ou parce que vous voulez lui voler son argent. Mais si vous êtes un barbare dans machin, à ce moment-là, là, vous n'êtes plus citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu schématique, hein, ce que je vous dis, mais c'est une illustration. Hein. Vous pouvez frauder vos impôts, hein, un petit peu. Hein, mais si vous organisez sciemment, techniquement, votre évasion fiscale, vous n'êtes plus citoyen. C'est tout. Et sur cette évasion, nous vous remercions beaucoup. Voilà. On explique, je voulais juste une dernière chose, pas pour prolonger le débat, mais excusez-moi, quelquefois c'est un peu abrupt, mais effectivement, en temps d'une heure qu'on peut dire les choses, c'est assez détaillé dans les deux livres, hein, le contre la bienveillance et citoyenneté et loyauté. Hein, c'est assez... Le second, c'est citoyenneté et loyauté, qui paraîtra en janvier. Mais c'est la suite, hein, je veux dire, c'est pas une redite, hein, c'est vraiment la suite. Et donc c'est nettement plus détaillé, c'est pas forcément plus nuancé, mais c'est nettement plus détaillé et argumenté.